En 2016, son essai « La cause des peuples » avait marqué les esprits. 5 ans après cet appel au retour au peuple, il revient avec le premier tome d'une œuvre magistrale, La fin d'un monde. Patrick Buisson, bonjour. Bonjour Martial. Merci d'être, Patrick, avec nous sur TV Liberté. Dans le Figaro, Alexandre Devecchio a parlé d'un livre événement, je cite, éblouissant. Alors, une chose est sûre, c'est un livre riche, dense, qui pourrait être évoqué pendant des heures. On commence. L'économiste Jean Fourastier est connu pour avoir été à l'origine de l'expression « les 30 glorieuses », qui allait de l'après-guerre 47 jusqu'au choc pétrolier 73. Vous affirmez, vous, qu'au sein de cette période, il a bien, non pas 30 glorieuses, mais 15 piteuses entre 1960 et 1975. Une période qui fabrique l'homme nouveau, l'homo economicus, l'homme réduit au simple rang de consommateur. Est-ce que j'ai tout compris ? Vous avez tout compris et je vous en félicite. Merci. Chacun son grand remplacement, Martial Bull. Chacun son grand remplacement. On va en parler. Je crois qu'il y a un grand remplacement qui commande tous les autres, qui explique tous les autres. Faute de quoi, on se prive de cette clé de compréhension qui permet peut-être de chercher les bonnes réponses au drame. Le drame, non, le drame c'est bourgeois, à la tragédie que nous vivons. Ce grand remplacement, vous l'avez mentionné, c'est le grand remplacement de l'homme religieux, l'homo religiosus, attesté par l'apparition des premières tombes 100 000 ans avant Jésus-Christ. 100 000 ans avant Jésus-Christ. Il y a un moment dans l'histoire où l'homme n'est plus un animal, c'est le moment où il décide d'enterrer ses morts. Où il prend conscience du caractère sacré de la vie humaine. C'est un événement considérable, puisque la mort n'est plus un événement biologique, ça devient un événement spirituel. Bon. L'homo religiosus, il naît à ce moment-là. Et durant ces 15 années que vous évoquez, et auxquelles j'ai consacré le premier tome de ce travail, l'événement biologique devenu un événement spirituel prend le chemin inverse. C'est-à-dire que la mort n'est plus un événement spirituel et devient un événement biologique. Et dans le même temps, le consommateur, l'homme économique, se substitue à l'homme religieux, à l'homme du sacré. L'homme économique, c'est l'homme unidimensionnel de Marcuse, réduit à ce qu'il possède, réduit à ce qu'il consomme, réduit à sa propre peau. Voilà. Tous les autres grands remplacements qu'on peut évoquer par la suite ne sont que le fruit de cette mutation anthropologique majeure. Si on ne voit pas ça, on ne comprend pas ce qui se passe par la suite. On va venir sur les autres grands remplacements possibles, mais on va garder cette notion-là, 1960-1973, et au milieu de cela, vous citez une date qui est une date importante parce que si on évoquait, c'est le sous-titre de votre ouvrage, une révolution petite bourgeoise, on se dit tout de suite, révolution petite bourgeoise, 1968. Or vous dites non, c'est pas 1968, c'est une autre date, celle. Vous avez 16 ans à ce moment-là. Oui. 1965. Pourquoi 1965 ? Oui, en plus, c'est l'année de l'élection présidentielle, la première élection présidentielle. Pourquoi 65 ? Eh bien, pour deux raisons. C'est la fin du Concile. Dernière session du Concile au mois de décembre. Événement considérable dans l'histoire de l'Église. Vatican II. Vatican II. Qui traduit des changements majeurs. Et cette date a été longtemps, je veux dire, sanctuarisée idéologiquement. Pourquoi ? Parce que c'est le moment précisément où les indicateurs, les enquêtes dans les paroisses faites par le chanoine Boulard, Guillaume Cuchet a consacré tout un ouvrage à ce sujet, montrent un effondrement de la pratique. Un effondrement spectaculaire. Donc il fallait sanctuariser idéologiquement le concile et ne pas faire en sorte qu'on puisse faire un lien causal entre cet effondrement de la pratique et ce qui s'était passé au concile. Donc on a choisi de l'ignorer et de casser le thermomètre. C'est toujours la méthode qu'on emploie quand on ne veut pas voir les conséquences de ce que l'on a fait. 65, donc, la pratique religieuse s'effondre. 65 aussi, c'est un moment important parce que c'est le moment du retournement démographique. Le baby-boom commence, vous le savez, en France en 1942, par après-guerre, durant l'occupation, avec une politique sociale familiale amorcée par le Code de la famille en 1938, mais prolongée, amplifiée par le régime de l'État français, qui décide de verser aux femmes l'allocation de salaire unique, en gros, un salaire de la mère au foyer. Bon. Quand le mari est seul à travailler, la femme et la mère ont le droit à une compensation. Eh bien, cette explosion démographique, qui est un accident de l'histoire de France des 2 derniers siècles, va s'interrompre à partir de 65. Donc, deux phénomènes concomitants.
Les sondages d'opinion mesurent, durant la même période, sur à peine une dizaine d'années, je veux dire, c'est plus qu'un recul, un collapsus de l'espérance chrétienne. Collapsus de l'espérance chrétienne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de quelques années, environ un quart des personnes interrogées déclarent, un quart en moins, déclarent ne pas croire à une vie après la mort, à un au-delà chrétien. C'est-à-dire, quand on quantifie avec la population de l'époque, c'est environ 10 millions de Français qui, en l'espace de 10 ans, vont basculer du côté des sociétaires du néant. Bon, nous, on croit en rien. Voilà. Vous vous rendez compte? Ce phénomène dans l'histoire, sur un temps aussi court. Et les deux s'entrechoquent. Refus de transmettre la vie, qui commence à s'installer, après 23 ans, 24 ans d'une explosion démographique qui s'appelle, vous le savez, le baby-boom. Je suis un boomer. Et je n'en suis pas fier, car on verra la responsabilité que porte dans cette révolution petite bourgeoise ma génération. Les deux phénomènes se télescopent. Chenu, c'est assez rare d'ailleurs que les historiens voient sur le moment ce qui est en train de se passer. Il y a toujours besoin quand même un peu de recul, c'est le propre de l'historien. Eh bien, Chenu perçoit ça très rapidement et il appelle cette période l'instant du malheur. Ben, l'instant du malheur, je dis en France, plus généralement en Occident, mais ça s'arrête à l'Occident. Ce qui se passe dans les démocraties populaires est tout à fait différent. On parlera, si vous voulez, tout à l'heure, bien que ce ne soit pas notre sujet. C'est la grande fracture, la grande césure anthropologique qui conditionne tout le reste. Mais vous partez quand même d'un postulat qui est de dire notre société, notre nation, elle est décadente. Et est-ce que vous ne cherchez pas à justifier ce postulat en trouvant une occasion? Parce que voilà, vous parlez de Vatican II comme étant le crack de la foi, la seconde mort de Dieu, la décivilisation. Enfin, je veux dire, personne n'a vu en 1965 à travers Vatican II tout ça, quoi. Non, le problème, c'est quand on a le nez sur l'événement, semble-t-il, on les voit moins bien. Encore que je vous parlais de Chenu, mais d'autres grands personnages qui vivent ces événements ont conscience de ce qui se passe dans l'instant. Deux exemples. Premier exemple rapporté par Maurice Clavel. Maurice Clavel dit j'ai été frappé par l'observation de Michel Foucault, qui n'est pas chrétien du tout, lui, mais qui lit le journal devant lui, regarde un article faisant recension des travaux du Concile, et Foucault le plie le journal en disant « Tiens, un schisme. Tiens, un schisme. » Voilà. D'autres observations. Dans l'instant, après la mort de Jean XXIII, intervenu en 63, Alain Perfit, dans ses mémoires, c'était De Gaulle, rapporte que le général lui dit d'ailleurs devant des ministres, il ne faut jamais renier ce qu'on est. Quand on ne croit plus à la parole que l'on porte, qui peut vous croire? À propos du Concile et de la mort de Jean XXIII, nous sommes dans l'événement. Il y a donc des contemporains, d'autres contemporains font le même constat, Martial Bill, au même moment. Et c'est encore plus intéressant parce que certains ont été à l'initiative du Concile. Je pense à Jacques Maritain, grand ami de Paul VI, qui écrit, oui, nous sommes en 65, un livre qui s'appelle « Le paysan de la Garonne ». Voilà. Et là, lui qui avait porté le concile auprès de son ami Paul VI, écrit un livre très troublant parce qu'il dit finalement, il y a un antagonisme fondamental entre Dieu et le monde. Vouloir aller au monde comme l'a fait le concile risque de s'avérer une erreur cruelle. Voilà. 1965, Vatican II, la fin d'un monde. On comprend bien que c'est la pierre angulaire de cet ouvrage, de ce premier tome. Mais même si le propos est très convaincant, vous dites par exemple, il n'y a pas eu déchristianisation, mais ex-christianisation des milieux populaires attachés aux fonctions rituelles. Et on va vous faire le reproche, on vous fait le reproche de dire, préférez l'apparat à l'évangile, voilà, beaucoup d'encens pour cacher le message évangélique qui est l'essentiel. La simplicité évangélique. C'est une critique effectivement de mon approche maurassienne du catholicisme, je l'ai entendu 10 fois. En l'occurrence, elle pourrait avoir de la pertinence. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas pour une raison très simple, c'est que mon point de vue, c'est pas là, j'écris pas en tant que catholique ou en tant que chrétien. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Si on pense que le catholicisme, effectivement, c'est la religion des purs, des perfectis, des néo-cathares, on se trompe. Dans l'histoire de France, le catholicisme des paysans, du petit peuple, c'est pas ça du tout.
C'est une sorte de syncrétisme avec le fond païen. Hein. Et d'ailleurs, le fond païen, le paganisme prépare, le paganisme comporte une dimension sacrée. Il a préparé le terrain au christianisme. Ce que Mircea Eliade appelle les hiérophanies, les manifestations du sacré, elles se font à travers la nature, les pierres, les arbres, les forêts, les sources, vous le savez, tout ça, Marcel Mille. Donc, le génie du christianisme fut de baptiser et de christianiser tous ces lieux de culte païens en les récupérant au profit d'une religion qui est une religion, le catholicisme, incarné. Et qui, d'emblée, donne place à ce qui est l'essentiel, ce qui est le fond de la nature humaine. D'un point de vue anthropologique, c'est-à-dire le sens du sacré s'exprime par le rituel, par des rites, par des gestes. Les gestes avant la parole. Les gestes pour manifester le sacré sont plus importants que la parole. Dans toute l'histoire des religions, c'est quelque chose que l'on sait. Religion, milieu populaire. Moi, j'entends bien tout cela. Votre propos, il est convaincant. Mais ce processus de déchristianisation, ça s'est pas fait en 1965. Vous êtes plongé dans des milliers d'heures d'archives audiovisuelles sur les chansons de l'époque, que vous citez beaucoup. Moi, je vous en cite une. On est en 39. Les milieux populaires et la religion. Maurice Chevalier chante « Le capitaine était pour le diocèse ». Le capitaine et le lieutenant boulottaient du curé. Et le deuxième classe, eh bien, il était au PMU. Oui. Voilà. On est en 39. Oui, on est en 39. Cette division de la France correspond à la France de la Troisième République. Il y a un courant anticlérical, laïque extrêmement fort. C'est pas... Mais les milieux populaires, ils vont au PMU déjà, ils vont plus à l'église. On est en Non, 39. ils vont toujours à l'église. Ils vont toujours à l'église. Et je veux revenir sur ce que vous avez dit à propos de l'ex-christianisation, parce que ce concept n'est pas de moi. Il est d'un sociologue, François-André Isambert, et il est essentiel pour comprendre ce qui s'est passé. Ceux qui ont voulu et qui continuent de vouloir exonérer le Concile de toute responsabilité disent, mais de toute façon, cette déchristianisation est le produit des changements économiques, de l'évolution des mœurs, de l'exode rural, bref, toutes les conditions externes ou extérieures, exogènes on va dire, à l'Église expliquent la désaffection des masses à l'égard de la foi. Eh bien, les travaux d'Isambert et de quelques autres, que je pense à un sociologue formidable comme le dominicain Serge Bonnet, montrent au contraire que ce n'est pas le processus qui s'est déroulé. Le processus était un processus d'ex-christianisation, comme on dit excommunié. C'est-à-dire que le nouveau clergé, adepte d'une foi, vous connaissez la position protestante entre foi et religion. Hein, bon, donc, les protestants font de la foi quelque chose de plus personnel. Le catholicisme français mettait plutôt l'accent sur l'appartenance communautaire. C'est un signe d'intégration à la communauté, et la foi se vivait collectivement, à travers les grandes processions, les pèlerinages, les pardons, etc. Tout ce qu'on appelait la souveraineté ecclésiaire, c'est l'emprise de l'Église sur l'espace public. Eh bien, ce nouveau clergé prétend imposer une foi intellectualisée, car c'est le grand projet du Concile. Comment rendre la religion accessible à la raison raisonnante ? Comment la rendre intelligible? C'était déjà le débat du temps d'Arius, vous savez, ce dogme trinitaire, c'est compliqué, personne... donc on va dire que Jésus n'a qu'une nature humaine et pas divine, ça va simplifier les choses. L'Église aurait pu dire oui. Toute l'Église, d'ailleurs, a failli basculer dans le camp arien. Tous les intellectuels, toute la bourgeoisie de l'époque était arienne. Mais toute l'Église n'a pas basculé dans Vatican II. Non. Mais je termine ma démonstration sur l'ex-christianisation. Donc, ce nouveau clergé veut imposer sa foi de petit bourgeois, une foi intellectualisée, une foi très protestantisée. Et ils vont donc pousser en dehors de l'Église toute cette population de catholiques, qu'on peut appeler catholiques sociologiques, catholiques par tradition, par habitude familiale, dont effectivement les compétences en matière de dogme ou de théologie étaient probablement nulles, mais qui était la religion catholique incarnée, religion du touchant, religion des rites, si vous voulez, et qui ne s'est pas retrouvée effectivement dans la réforme liturgique, dans ce que leur proposait ce néocléricalisme extrêmement, il faut bien le dire, extrêmement directif, hein. Ils se plaignaient du monde ancien, sa verticalité et son autorité. Ils ont procédé avec une brutalité extrême. Et il y a eu, dans la plupart des provinces françaises, une espèce de chouannerie de l'esprit. Voilà. Les gens ont dit, bon, si c'est ça l'Église, c'est plus la nôtre. On nous a changé de religion. Toute la culture populaire qui était le soubassement de cette religion du peuple, de la paysannerie, mais aussi d'autres milieux populaires, s'est trouvée heurtée de front par la nouvelle culture qu'on prétendait leur imposer et qui mettait l'accent effectivement sur la parole plutôt que sur le rituel, qui prétendait
construire une religion désacralisée, désacramentalisée, qui mettait l'accent sur l'adhésion individuelle plutôt que l'appartenance communautaire. Eh bien, ils ont fait comme font tous les peuples déroutés, ils votent avec leurs pieds. Ils sont sortis de l'Église et les facteurs donc internes propres à la crise de l'Église ont joué un rôle majeur dans ce qu'on a convenu d'appeler, par erreur, une déchristianisation qui fut en fait une ex-christianisation. D'accord. La fin d'un monde, mais pas totalement, parce que très rapidement, l'Église apprécie et voit les dérives de Vatican II. Le pape lui-même, avec une faible résistance, Paul VI, il y a eu des grandes résistances. Vous évoquez celle de Monseigneur Lefebvre. Et puis, on voit bien, quand même, 50 ans après Vatican II, eh bien, l'anniversaire s'est fait au Vatican en catimini, et Benoît XVI prononce cette phrase: l'Église catholique souffre de tiédeur, le chrétien ne doit pas être tiède, c'est le plus grand danger du chrétien. Il répond à votre... Bah oui, mais Benoît XVI est l'exemple vivant de cette contradiction. Il est un des experts du cardinal Frix de Cologne. Il est d'ailleurs, quand on lit le journal du concile de Yves Congar, le dominicain français, celui qui avait pissé contre le mur du Saint-Office parce qu'il avait été mis à l'index à 3 reprises dans les années 50, eh bien, on voit qu'elle a pu être le rôle de Ratzinger, qui est un ardent réformateur et qui, après, essaye de retrouver une cohérence. Il va dire, mais non, il faut mettre l'accent sur l'herméneutique, sur l'interprétation de la continuité, non pas l'herméneutique de la rupture. Bon, et après, effectivement, il va, pour prendre un langage moderne, déconstruire, en fait, par la parole, tout ce qu'avaient été les axes du concile auquel il avait participé. Et il est, finalement, le témoin vivant des contradictions que l'Église s'est efforcée par la suite de résoudre, sans abjurer, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ne pouvait pas évidemment dire que l'Église avait erré pendant 3 sessions du Concile. Mais alors il faut croire, si c'est l'Église de Dieu, que l'Esprit Saint est à l'œuvre, sûrement, Marcel Bild, il faut l'espérer. Hein. Mais ces choix ont été faits à ce moment-là et ils sont lourds de conséquences. Parce que l'Église a choisi, vous connaissez le mot Chesterton, l'Église n'a été forte que de son intransigeance à travers l'histoire. Elle aurait pu passer un compromis avec Arius, elle ne l'a pas fait. Le petit groupe d'évêques à Nicée qui dit, ben non, nous croyons au dogme trinitaire, résiste sur cette... Chaque concile est suivi d'une hérésie, hein, dans l'histoire, c'est assez classique. Eh bien, le choix de l'aggiornamento, ça a consisté à banaliser l'Église. On abaisse le niveau de sacralité. On réduit les exigences par rapport au temps présent, au contraire, on se met en dialogue, on entre en dialogue avec le temps présent. Moyennant quoi? On fait que le catholicisme devient une offre de biens symboliques sur le marché religieux, parce que le sacré n'est pas le monopole du catholicisme. Il y a des religions séculières, il y a des religions civiles. Il entre en concurrence au moment où la révolution consumériste propose le paradis sur terre, l'abondance des biens, les 30 glorieuses de Fourassier que vous suggériez. Donc, le déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre entre en concurrence avec la promesse d'un paradis céleste. Et l'Église, au lieu de continuer à dire le salut est là-haut, dit on ne veut plus être l'opium du peuple. Hein, on a compris, les marxistes nous ont fait la leçon. Le paradis, c'est ici et maintenant. L'Église, c'est la figure du Père. Et vous intervenez sur cette notion de figure du Père en disant qu'il y a aussi, dans cette période-là, la déchéance du pater familias. Même au-delà de la figure du Père, c'est le principe même de la paternité qui est rejeté. Vous dites, on assiste au meurtre du Père. Oui. C'est l'autre événement majeur, et effectivement, dans les religions monothéistes, la figure de Dieu, c'est celle du Père, qui est le Père de tous les pères, en quelque sorte. Et la remise en cause profonde de la période, c'est celle-là, le Père, comme principe et source d'autorité. Voilà. Ce qu'on appelle le grand signifiant despotique. Bon. Le mouvement est amorcé depuis les Lumières. On a lu Rousseau, on a lu Diderot, on a lu le fils naturel de Diderot. Des pères, il n'y en a point, il n'y a que des tyrans. Donc, la mise en cause du père comme principe d'autorité, ce sont les Lumières. Première concrétisation politique, le 21 janvier 1793, on coupe la tête du roi, et comme dit Balzac, on a coupé la tête de tous les pères de famille en coupant la tête du roi. Par quoi veut-on le remplacer? Eh bien, on veut remplacer la société des pères, P-E-R-S, par la société des pères, P-A-I-R-S. Fraternité. Nous sommes tous frères. Problème, c'est une fraternité acéphale. Bah, pour qu'il y ait des frères, il faut qu'il y ait un père. C'est une fraternité sans référent. Donc voyez-vous comment construire une société ou une communauté sur un principe aussi vicié que celui-là. C'est pourtant celui-là qui est choisi et qui va se développer sur 2 siècles. Vous savez, les révolutions, elles ne se font pas en 10 jours.
pour que soit votée la loi de 1970 qui supprime la notion de chef de famille, c'est-à-dire le pater familias, l'autorité de l'homme et du père, 1793-1970, il a fallu presque 2 siècles. C'est l'aboutissement, si vous voulez, l'Église, la famille se démocratise et la figure du père n'est plus la figure de l'autorité parentale conjointe est installée par des gouvernements de droite. C'est pas la gauche qui a fait ça, ce sont des gouvernements conservateurs. Ce sont tous les dépositaires de l'ordre ancien qui en ont été les liquidateurs. Sous pression. Les pères conciliaires, absolument pas. Je vais vous expliquer pourquoi, cher Martial Bill. Les pères conciliaires, d'une part, pour l'Église, général de Gaulle, qui représentait l'archétype du monde ancien, avec ses racines rurales, les militaires, l'ordre sacrificiel, c'était avec les curés, l'armée, c'était ça. C'est des gens qui étaient prêts à donner leur vie pour quelque chose qui était au-dessus et qui les dépassait. Non, aucune pression. Aucune pression. Regardez, par exemple, en 1965, je ne dis pas que ces lois n'étaient pas nécessaires, mais il faut simplement savoir dans quel contexte elles ont été votées. Voter la loi qui permet aux femmes d'ouvrir un compte bancaire sans l'autorisation du mari et de travailler sans l'accord du mari. Alors ce sont des réformes qui peuvent se justifier, mais dire qu'il y a une pression de la société des mères, c'est faux. Nous sommes en 65 au point le plus bas du travail féminin. Il y avait 8 millions de femmes actives avant-guerre, il n'y en a plus que 6,4 millions en 65. C'est donc pas le marché qui dit donner la liberté aux femmes pour qu'elles puissent travailler. C'est pas vrai. Il n'y a pas. La thèse selon laquelle la loi se serait alignée sur les mœurs est une thèse fausse, construite a posteriori. C'est la volonté politique, c'est-à-dire une volonté d'ingénierie sociale. C'est le doyen Carbonnier qui est le maître-œuvre de toutes ces réformes, qui préside à leur mise en place. Ce n'est pas la société qui dit « changez cela parce que nous vivons autrement ». C'est le politique qui dit « il faut changer cela pour les raisons qui lui sont propres » et sur lesquelles on pourra jeter effectivement quelques lumières dans la suite de notre propos. Si, tout de suite, un exemple, la contraception. On fait comme si la contraception avait été inventée par la pilule. La contraception, elle existait avec d'autres méthodes. Le coït interrompu, le condom. La France est un pays malthusien. Au XIXe siècle, la France, les familles étaient des familles à enfants uniques. Vous savez, la bourgeoisie, elle ne voulait pas partager ses biens, donc elle faisait un enfant. Donc la contraception préexistait à la pilule. C'est pas croire que la contraception est née avec la pilule. Mais moi, j'ai toujours été frappé du fait que cette loi a été votée par une assemblée exclusivement d'hommes. Il y avait, je crois, 2 femmes. 98% d'hommes, oui, c'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ils font ça Eh bien, jusqu'à temps que je tombe, mais je le savais déjà, mais exposé de manière aussi claire et aussi percutante, je ne l'avais pas rencontré, sur les écrits du philosophe et sociologue marxiste Michel Kouskar. Michel Kouskar dit, c'est très simple, le libéralisme, qui est en train, sur le plan sociétal, de s'imposer, il était cantonné au domaine politique, mais comme c'est un tout insécable, ainsi que l'explique très bien Michéa, il envahit la sphère privée et les lois sociétales. Le libéralisme va réaliser le vieux programme de la phallocratie, l'union libre, l'accès sans risque au corps féminin, l'avortement, c'est-à-dire, pour les hommes, le confort absolu, la possibilité russe suprême de la masculinité de se libérer de toutes les obligations à l'égard des femmes. Une partie des féministes comprennent ça. Et toutes ne sont pas des inconditionnelles de la contraception, notamment les américaines. Et ça vient aussi en France, quand on voit la presse féminine de l'époque, que j'ai lu, le Torchon Brûle, etc. Je dis, mais attention, cela dévalorise le corps féminin sur le marché sexuel. Et ça va aboutir à l'objectisation, à la marchandisation du corps féminin. C'est pas un hasard si toute la vague pornographique intervient juste après, parce que la loi de Wirth est votée en 67, mais les décrets d'application tardent à venir, elle n'entre vraiment en vigueur qu'en 72-73, avec une grande résistance des Françaises, ça s'est pas fait comme ça. Il y a moins de 10% des femmes qui prennent de la contraception chimique dans les années 72-73. C'est monté à 70% dans les années 90-2000, et aujourd'hui c'est retombé à 36%. D'ailleurs, il a fallu la Covid pour qu'on apprenne, c'est toujours intéressant d'entendre ce qui vient dans la bouche des commentateurs à ce moment-là en période de crise. La vaccination à l'AstraZeneca, Pfizer, il y a très peu de risques, un petit plus de risque de thrombose, mais infiniment inférieur au risque comporte la pilule. On
a découvert ça en 2021, vous vous rendez compte? Et ce qui explique peut-être que les femmes, d'ailleurs, vont abandonner cette contraception chimique. Donc voilà, c'est une loi qu'ont voté les hommes. Je suppose que parmi les députés à l'Assemblée nationale, beaucoup pratiquaient le 5 à 7 avec leur maîtresse et elles ont trouvé ça formidable d'être ainsi libérées des risques que comportait finalement la copulation sans protection. Toujours en provocation. Vous êtes souvent en provocation. La messe en latin, la France d'Audiard, de Brassens, de Brel, de Ferré, que vous citez, la France des bistrots, des lieux entre hommes, la fin des paysages, la destruction de l'environnement. C'est le constat simplement d'une humanité qui a disparu. Ça donne l'image de vous travailler d'un personnage qui se veut de plus en plus réac, qui se veut de plus en plus rétrograde. Regardez le bandeau qui accompagne votre bouquin. Et si c'était mieux avant. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour provoquer ou pour garder cette image d'intellectuel un peu sombre, un peu noir, un peu provocateur? Cher Martial Bill, bon, est-ce que je vous parais sombre et noir sur ce plateau? Non, mais est-ce que c'est pas ça qui vous plaît finalement? Toujours envoyer cette image un peu négative. Si je campais un personnage, ou si j'avais construit un personnage, il faut dire que vous pensez que je suis ce que je suis. Pensez-vous que je ferais des livres de 550 pages aussi fouillés, aussi argumentés, rien que pour le plaisir de soutenir un rôle? Il peut y avoir l'intellectuel et puis l'homme public. Oui, mais ce n'est pas pour soutenir un rôle social, c'est parce que je pense que pour tenir ce discours et le discours que nous portons politiquement, il faut aller au fond des choses. Moi, je suis un homme de la radicalité, mais au sens étymologique, il faut aller aux racines des choses. Si on ne va pas aux racines des choses, on se contente d'un discours dicté par l'émotion, la superficialité, et finalement, on perd son temps. On fait perdre le temps aux autres parce qu'on ne balise pas le chemin comme il faudrait le faire. Il faut aller à démonter la chaîne de causalité pour essayer de comprendre ce qui nous arrive. Et si je suis retourné à cette époque, c'est parce que, avec ce livre, je l'ai vécu. Et je pense que tout s'est passé à ce moment-là. Et qu'on ne peut rien comprendre de ce qui se passe aujourd'hui si on n'a pas l'intelligence de ce qui s'est passé à ce moment-là. J'aurais pu faire un essai de 150 ou de 200 pages. J'aurais pu donner une tonalité, si vous voulez, plus optimiste, mais moi je me définis comme un pessimiste gay et je ne fais pas du tout l'option de la noirceur. J'essaye au contraire de développer l'option de la compréhension. Dans votre démonstration d'effondrement des grands appareils verticaux, vous avez cité l'Église, vous citez d'ailleurs aussi le Parti communiste, vous faites tout le procès de la modernité, le procès de la mondialisation, et en un mot aussi le procès du progrès. Or, on vous rétorque facilement. J'ai vu un entretien avec Luc Ferry et il vous dit, globalement, vous faites le procès du progrès, mais regardez, on a mis 1 an pour trouver un vaccin. C'est ça le progrès aussi? C'est ça la science? Est-ce qu'il faut douter tout le temps du progrès? Martial Bill, je pense que vous avez beaucoup lu, vous êtes beaucoup trop cultivé pour vous arrêter à ce discours qui évidemment ne convainc pas au-delà des effets de manche. Les progrès sont toujours paradoxaux, toujours. Ils ont des aspects positifs et ils comportent des effets négatifs qui les annulent. Je pourrais vous en citer 150, vous en voulez 2? Allez, 1, 2, allez-y. La révolution agricole, 4 millions d'emplois détruits, la destruction de la paysannerie, de nos paysages par le remembrement, la ruine de la biodiversité, pour découvrir 40 ans après, effectivement, ou pour revenir 40 ans après à la permaculture, c'est-à-dire aux techniques de culture qui prévalaient avant la révolution agricole. Au prix de la disparition de ce qu'était le substrat culturel de la France et au prix de la destruction de nos paysages. Je ne suis pas écolo, je constate simplement. Vous en voulez un autre? Très simple. Le roi Ladurie, qui a beaucoup travaillé sur ces archives-là, faisait remarquer que la mortalité infantile à la fin du XVIIe siècle était de 25%. Un enfant sur 4 ne passait pas l'heure ou la journée. 1 sur 4, d'accord? Alors, il faut tenir compte du fait qu'évidemment, la France était moins peuplée qu'elle ne l'est aujourd'hui, mais comme nous sommes avec des pourcentages, c'est-à-dire en valeur relative, vous comprenez bien que ce sont des termes de comparaison fixes. Aujourd'hui, plus de 2 siècles après, progrès de la médecine colossaux, progrès scientifique colossaux, certes, mortalité infantile, elle est pratiquement nulle aujourd'hui. Ce qui a d'ailleurs, dans un premier temps, permis les gains, quand on regarde la moyenne d'âge, l'espérance de vie des individus. Mais l'avortement fait exactement le même prélèvement que faisait la nature sur le contingent de vie humaine chaque année. 25%. 200 000 pour 800 000. C'est-à-dire que tous les gains du progrès,
plan scientifique sont annulés parce que les hommes ont décidé de donner aux femmes cette liberté, qui était celle du pater familias à Rome, c'est la liberté de vie, le droit de vie et de mort sur l'enfant, ou le fœtus. Le droit de vie et de mort appartenait à l'homme dans la société romaine, il appartient aujourd'hui à la femme. Les progrès techniques sont là, les gains sociaux, quand on regarde les chiffres, sont nuls. Et je pourrais multiplier les exemples. Et je ne suis pas en train de dire le progrès technique c'est mal, c'est pas un jugement moral. Je dis simplement que c'est l'usage qui en est fait, qui importe. Et c'est tout le débat aujourd'hui qu'on peut avoir sur la PMA ou la GPA. Et ce que nous avons gagné est de l'ordre de la technique, du savoir ou du pouvoir technoscientifique. Mais ce que nous avons perdu est de l'ordre de l'humanité, de l'ordre de la civilisation. Ce sont toutes les valeurs de cette France d'avant. L'entraide, la gratuité, le don, le dévouement au bien commun, tout ce qu'ont applaudi les Français à travers le personnel hospitalier, les infirmières, les premiers de corvée qui ont tenu la France à bout de bras pendant 3 mois. C'est là, la bonne nouvelle, elle est là. Vous voyez, je ne suis pas sombre, là, je suis très optimiste. C'est le retour des valeurs du monde d'avant auquel nous avons assisté. Face à tout c'est l'antithèse absolue du corpus que portait Macron. La philosophie des winners contre les gens qui ne sont rien, c'est son expression, vous vous souvenez. Bon. La Start-up Nation, tout ça c'est l'antithèse de ce que les Français ont plébiscité à travers le spectacle que nous a donné la pandémie, c'est-à-dire effectivement la réapparition, la gratuité de valeurs qui étaient déclarées obsolètes et inutiles par le discours des politiques aujourd'hui. Donc il y a une raison, on dit souvent effectivement aux réactionnaires, aux gens qui font partie de cette école de pensée, la réaction c'est une très belle chose. Ellul, penseur d'origine protestante, Jacques Ellul disait, on me traite de réactionnaire, oui je suis réactionnaire à la manière des avions en réaction, je vais plus vite que les autres. Moi j'ai une autre image. Dans les courses de Formule 1, vous avez des voitures qui sont en tête là, qui pétaradent, on se dit formidable. Et puis derrière, en queue de peloton, il y a une voiture qui semble à la peine, dont on s'en moque un peu, qui paraît effectivement hors course. Ce qu'on oublie toujours, c'est qu'elle a, souvent, c'est que cette voiture-là a un tour d'avance. C'est ça, les réactionnaires. Ils ont un tour. Ils apparaissent comme rétrogrades. Je vous en donne acte parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui, en écoutant dans votre public, ça je pense que... Non, mais il y en a aussi dans mon public et dans notre public qui doivent se dire, il est très en avance, où il a rejoint les autres sur d'autres thèmes, parce qu'alors, il y a un grand remplacement que vous évoquez, il y en a un autre que vous n'évoquez absolument pas, hein. Ça doit faire des bonnes soirées avec votre ami Éric Zemmour. J'ai plus de respect pour un musulman qui fait sa prière 5 fois par jour que pour une bobo écolo à trottinette. Mais c'est pas une forme de soumission welbeckienne, ça. Hein comme alors, s'il fallait. D'abord, je parle pas de l'islam dans mon livre. Et je suis très content. Non, mais ce sont des propos que vous tenez sur tous les plateaux. Et je les assume. Non, je les ai tenus sur 2 plateaux et dans une interview à Valeurs Étoiles, et je les assume totalement pour essayer de réveiller nos amis. Oui. Voilà. Pour la pudeur d'une femme voilée, j'aime mieux la pudeur d'une femme voilée que les Lolitas de 13 ans en string. Vous savez qu'il y a un homme politique qui disait « Je préfère mes filles à mes cousines, même si les filles n'ont pas de tenue ou de retenue. » Je regarde les réseaux sociaux et je vois les réactions que cela a suscité, mais je l'ai fait pour essayer de provoquer ces réactions. C'est un provocateur, c'est bien ce que je dis depuis toujours. Le provocateur, c'est celui qui provoque à l'intelligence ou à la réflexion. C'est pas plus mal, hein, voilà. Il y a des provocateurs qui provoquent pour ne rien susciter, si ce n'est attirer l'attention ou le dégoût. Provoquer à la réflexion, c'est un exercice salutaire pour notre camp, hein, voilà, qui souvent ne travaille pas, ne réfléchit pas et n'a pas de stratégie. Bon, et donc oui, je dis ça et je le répète aujourd'hui. Et je vais m'en expliquer puisque vous m'en donnez l'occasion. Lorsque la France est défaite en 1871, en janvier 1871, les Prussiens nous ont battus, et qu'Ernest Renan commence l'écriture à ce moment-là de la réforme intellectuelle et morale de la France. Croyez-vous qu'il parle des Prussiens? Pas un instant, pas une ligne. Le problème n'est pas là. Nous avons, parce que c'est commode, parce que c'est un confort, parce que c'est une réalité, l'habitude de bouc émissariser la communauté musulmane. Bon. Alors, quand on pousse un peu la réflexion un peu loin, on se dit, les musulmans, c'est pas les responsables, c'est la classe politique qui les a fait venir, hein, étant ce qu'ils sont, et qui aujourd'hui prétendent leur interdire l'exercice de leur religion, parce que la religion est devenue un enjeu politique de la part de l'islam. Je ne vais pas
nier cette réalité. Je serais sot de le nier. Je vois bien qu'à travers le voile, il n'y a pas simplement la manifestation d'une croyance. Il y a aussi, pour certains, pas pour tous, mais pour certains, l'affirmation d'une emprise spatiale, spectaculaire. Politique. Au regard politique, au regard de l'ensemble de la communauté nationale. Ce que j'ai voulu dire simplement, c'est qu'on ne peut pas dire tout est de leur faute. Il y a eux et il y a nous. Nous ne pouvons pas nous exonérer de nos responsabilités. Ce n'est pas la faute des musulmans si les églises en France sont vides. Le comprenez-vous? C'est le fait d'un processus auquel nous avons adhéré, que nous avons accompagné, que nous faisons en sorte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus aucune forme de sacré à opposer à l'esprit de conquête musulman. Plus aucune. Et quand je dis, d'une certaine manière, ils sont supérieurs à nous, je fais ce constat, qui est le constat fait par Sénèque. Quiconque néglige sa vie est maître de la nôtre. Bernanos dit à peu près la même chose quelques siècles après. Il dit, qui dispose de sa mort tient tous les enjeux. Voilà. C'est la même chose, la même signification. Pourquoi sommes-nous capables ou disposés à mourir aujourd'hui? On a en face des gens qui sont animés par une foi et une forme de sacré que nous n'avons plus. Donc, moi j'interroge la société française. Il y a diverses formes de sacré. Je ne suis pas en train de vous dire, la solution c'est de rechristianiser. Allons-y. Non. Ah, c'est quoi la solution? Encore que ça pourrait en être une. Mais, je veux dire, le constat vaut pour la disparition de toutes les formes de sacré. Pas simplement la religion transcendante qu'est le catholicisme. Il vaut pour les autres sacrés qui étaient les religions civiles, les religions politiques. Il y a différentes formes de sacrés. Le Parti communiste, le communisme en était un. C'était un appareil vertical et c'était une forme de messianisme. Le patriotisme était une religion civile. Il y a près de 2 millions de Français qui, depuis 1914, sont morts pour la patrie. C'est beaucoup. Ils ont accepté. Toutes ces formes de sacré ont disparu. Il n'y a pas de société, de communauté sans sacré partagé. Nous ne partageons plus aucune forme de sacré. Et nous leur disons, assimilez-vous. C'était possible il y a 50 ans, lorsqu'il y avait 1 million de musulmans dans une France encore chrétienne, pour 2 raisons d'ailleurs, pas seulement encore chrétienne, il y avait une religion civile qui était le patriotisme, encore attractif, une identité forte. Il y a des dizaines de milliers de harkis qui sont venus s'enrôler sous les couleurs de la France. Ça n'a pas posé de problème, l'assimilation. Le fait qu'ils étaient musulmans ne nous a interpellés à aucun moment. Mais à aucun moment, j'ai vécu cette période, vous la connaissez. Patrick Buisson, ce n'était pas les mêmes revendications, ce n'était pas les mêmes implications, ce n'était pas les mêmes morts au nom de cet islam. On parle d'assimilation. Le million de musulmans qui étaient en France ne posait pas de problème d'assimilation dans la France des années 60, où il y avait encore un patriotisme et une identité forte, et où il y avait une grande proximité morale et spirituelle, avec une France qui est encore une France chrétienne, sur la famille, sur le rôle du père, sur le respect de la vie. Mais ce monde-là est fini, vous l'avez décrit. Voilà, donc l'assimilation ne posait aucun problème. Que les musulmans ne veulent pas s'assimiler à nos valeurs républicaines, on peut les comprendre. Il y a une grande tradition de persécution religieuse dans l'histoire de la République. Je ne vais pas vous refaire l'histoire depuis la confiscation des biens du clergé, la constitution civile de 1792, la déportation des prêtres, l'expulsion des congrégations. Vous savez tout ça. Donc on leur demande de s'assimiler à quoi? L'islamisme s'assimile parfaitement au comité de salut public, à la Convention et au pays qui a inventé le terrorisme d'État. Oui, ça, Daesh, il n'y a pas de problème. Il y a une continuité entre la décollation, les adeptes du rasoir national, la terreur de 93 et la décapitation. C'est les mêmes méthodes. Et ça fut d'ailleurs 93 la matrice de tous les États totalitaires au XXe siècle. Mais nous ne pouvons pas proposer une assimilation alors que nous n'avons plus effectivement un commun substantiel à partager avec eux. La patrie en tant qu'entité sacrée n'existe plus. Le catholicisme est réduit à la portion congrue. Je comprends qu'il n'ait nulle envie de s'assimiler à une société qu'il juge décadente et apostate. Et c'est un mélange détonnant parce qu'il est explosif de sentiments d'infériorité sociale. Ils sont impuissants sur le plan social, ils occupent les postes les plus modestes dans la société française et en même temps de supériorité civilisationnelle, ils regardent comme des décadents. Donc, si on se cantonne au discours qui consiste à dire ils sont trop nombreux, ils sont trop visibles et trop conquérants, cela mène à quoi? Cela mène à faire effectivement
le constat que l'islam est le miroir de notre propre décadence. Les enfants de banlieue, ce sont les fruits pourris de 50 ans d'histoire de France. S'ils sont là, s'ils sont délinquants, je ne suis pas en train de dire c'est la faute de la société, il n'y a pas de responsabilité individuelle, je ne suis pas un homme de gauche, je ne suis pas sourd. Mais je dis qu'aujourd'hui, l'islam est le miroir de nos insuffisances, de nos lâchetés, de nos démissions. Et la réforme intellectuelle et morale qu'appelait Renan, elle doit commencer par notre camp, par ce que nous sommes, nous Français. Si nous ne la faisons pas, nous n'avons aucune chance de contenir ceux qui sont en face. Mais autant être lucide sur la situation. Ils ont un sacré partagé. Ils ont une forme de sociabilité que nous avons détruite. Le lien social n'existe plus en France. On a fermé, ou en tout cas diminué sensiblement les bistrots. Ils n'accueillent plus la même population. Le bistrot jouait un rôle de protection collective pour les faibles, les pauvres, les démunis. C'était le foyer de ceux qui n'avaient pas de foyer, quoi. En gros, aujourd'hui, c'est un lieu de convivialité pour bobos dans les villes. C'est plus la même chose. L'atelier, l'église, tout ce qui faisait société, tout ce qui faisait lien social, tout ce qui était religieux, étymologiquement, relier les hommes avec le ciel. C'est une religion macrocosme, mais relier aussi les hommes entre eux. C'est une religion microcosme. C'est ça que faisait le catholicisme. Rien de tout cela ne fonctionne plus dans la société française. Et donc notre projet, c'est quoi? Au nom de quoi engageons-nous cette grande croisade contre l'islam? De ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une société matérialiste, individualiste, qui n'acceptera en aucun cas de mourir pourquoi pour le droit de boire une petite mousse à la terrasse des cafés, Marcel Bill? On retourne, c'est bien Houellebecq, on est dans une terrasse d'un café du 13e arrondissement, place d'Italie, c'est Houellebecq. Et c'est la soumission, voilà, c'est tout. Mais vous dites c'est la soumission. Non, mais vous avez le droit de le dire, vous avez le droit de le penser. Mais vous êtes fou de dire ça. Il n'y a pas d'autre... Mais quelle soumission? La réforme intellectuelle et morale, vous plaisantez. Mais je ne plaisante pas. Éric Zemmour? Je ne plaisante pas. Marine Le Pen? Non, je dis simplement que tous ceux qui à droite entretiennent ce discours de guerre civile avec des mines gourmandes, c'est la guerre civile qui vient. C'est Zemmour. Eh bien, mais non, mais pas simplement. Mais si, puisque c'est votre ami, vous lui dites que c'est lui qui est en train de se... Nous avons un différend avec Éric sur ce point-là. Je lui ai dit, l'objectif, contrairement à, j'allais dire à vous, mais à certains, c'est la conquête du pouvoir. Bon, la conquête du pouvoir, vous n'arriverez pas au pouvoir si vous laissez vivre et prospérer l'idée que l'arrivée au pouvoir du camp national entraînera une guerre civile avec les musulmans. Parce qu'à ce moment-là, il y a une grande partie des Français qui ne voteront pas pour vous par peur du chaos et par peur de cette guerre civile. C'est pas à moi que vous dites ça, c'est à Marine Le Pen que vous dites ça. On engage. Eh bien, écoutez, j'ai eu l'occasion de le lui dire. J'ai eu l'occasion de le lui dire. Je pense que l'objectif étant la conquête du pouvoir, il faut se donner les moyens. Et donc, si elle apparaît ou si nous apparaissons comme un facteur de guerre civile, nous n'arriverons jamais au pouvoir. Et donc, il y a chez moi, évidemment, aucune dimitude. Marcel Bill, je vous demande de retirer cela. Pour une raison très simple, j'ai 10 ans de plus que vous. À un moment où il y avait tous les coups à prendre, à un moment où le politiquement correct était un acte de résistance et de courage. Bon, vous l'avez fait aussi, ce parcours. Oui, eh bien, je connais assez pour et non pas une stratégie de carrière. Aujourd'hui, il y a un politiquement incorrect qui est devenu politiquement correct. Hein. On le sait bien, je peux vous en donner des exemples. Eh bien, il y a 40 ans, j'écrivais ça dans Minutes. Nous étions les seuls, et nous étions, alors, tricards, marginalisés, à la virgule près. Comment réduit-on le poids démographique de l'islam en France? Attendez une seconde. Quand il a fallu prendre ces risques-là, nous les avons pris et nous étions les seuls. Et aujourd'hui, on a des résistants du mois d'août 44 qui viennent nous dire vous n'avez rien compris, l'islam, pas de dialogue possible, la guerre civile. Mais ce sont des fous! Ce sont des fous et des irresponsables. Donc, nous qui, il y a 40 ans, écrivions ça, avons vu se dérouler le scénario que nous racontions, mais à la virgule près. Nous ne sommes pas des résistants du mois d'août 44. Vous savez, ceux qui tournent les femmes, ceux qui procèdent aux exécutions sommaires. On n'est pas en train, avec des youyous, de dire « Allez, on lance la grande croisade contre l'islam ». Non, l'islam est un problème politique, c'est celui de l'immigration. Donc, ça se traite par des moyens politiques qui sont effectivement le déploiement d'un arsenal qui fasse
reculer le poids démographique de l'islam en France, parce qu'il n'y a pas, on voit bien la cohabitation, l'assimilation n'est pas possible. Personne ne veut s'assimiler. Les musulmans ne veulent pas s'assimiler à la société française, et nous ne voulons pas nous assimiler. Et moi, je ne suis pas entré en dimitude, je n'ai pas créé de courant islamo-droitier. Ils ne veulent pas s'assimiler à nous. Donc, la solution, elle est politique. Il faut poser le problème à sa source, pas se tromper, pas satisfaire les bas instincts, tout ce qu'il y a de plus primaire chez les individus, qui consiste à dire, regardez, ces musulmans nous menacent. Non, ça ne mène à rien. C'est avoir une stratégie politique de conquête du pouvoir avec un objectif, une politique d'immigration qui permette effectivement de comprimer le poids démographique de l'islam dans les 10 ans qui viennent de manière drastique. Mais encore faut-il arriver au pouvoir, hein, et non pas se satisfaire. Vous dites que la situation est favorable à Marine Le Pen. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen que vous considérez. Ça n'a pas toujours été le cas, dites-moi, Patrick Buisson, pour bien vous connaître. Cher Marcel Bild. Cher Patrick Buisson, c'est... Je ne fais pas de la politique avec des sentiments. J'essaie de faire de la politique avec des raisonnements. Moi, je ne suis pas un soutien de Marine Le Pen. On me demande mon avis de politologue, je le donne. Voilà. Est-ce que vous pensez que j'adhérais totalement à la pensée politique de Nicolas Sarkozy? Non. Donc, si je me suis trouvé à conseiller Nicolas Sarkozy, c'est que j'ai pensé qu'il avait une utilité historique. Hein, et donc, c'est pour ça que je suis un petit peu irascible quand on me fait des critiques sur cette période-là, ou même sur celle qui est en train de se dérouler en ce moment. Pourquoi ? Je pense que les années 2005-2007 ont été les années du grand désenclavement idéologique de la droite. Hein, ce qu'on appelle la droite décomplexée. En mettant au cœur du débat politique le concept d'identité nationale, j'ai rendu plus de service à mon camp que n'en ont rendu 1000 autres. Voilà. Parce que c'est de là que date le basculement. Un homme politique du système accepte de reprendre à son compte ce qui était une valeur de contrebande, clandestine. Voilà. Donne un état civil à ce qui était le fond de notre combat. C'est-à-dire, effectivement, moi, mon souci, c'est la transmission du patrimoine français. Et dans le patrimoine français, le catholicisme est la religion historique de la France. Mais on ne bougerait pas d'un iota. C'est pas l'islam. Donc, vous ne me ferez pas passer pour ce que je ne suis pas. Mais je ne veux pas non plus être comme les imbéciles, voilà, les sots, qui prêchent une guerre civile que nous perdrions aujourd'hui. Enfin, vous savez qu'il y a 20% de musulmans dans l'armée française. On pourra déployer 10 000 hommes dans 20% de musulmans dans les banlieues. Pour faire quoi? Mais vous rigolez. Donc il faut traiter le problème politiquement. Si on ne le traite pas politiquement, on se condamne à l'impuissance et puis on n'aura que nos yeux pour pleurer. On dira, ah ben lui, regardez comment il parle des musulmans. Oui, toute personne habitée par le sacré m'apparaît infiniment supérieure que le bobo athée ou libre penseur en trottinette. Je le maintiens. Et c'est parce que je le sais que je prends les musulmans au sérieux et que si je veux faire reculer l'islam en France, je veux me donner les moyens politiques de le faire et non pas la vindicte, l'esprit de revanche ou une haine brute qui ne débouche sur rien. Alors, moi, j'ai toujours essayé de prendre des positions d'avant-garde. En 1975-80 dans l'école de minutes, c'était le cas. Aujourd'hui, l'avant-garde ne se situe plus au même endroit. Consiste à essayer de voir un pas, deux pas, plus loin que les autres. Alors, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais en tout cas, je suis absolument persuadé de ça. C'est le constat que je fais dans ce livre. C'est la liquidation de toutes les formes de sacré, de tous les appareils verticaux, face à une religion qui, effectivement, mêle le temporel et le spirituel et qui arme le bras des terroristes. Et quand je disais tout à l'heure qu'une église sa vie dispose de la vôtre, je ne faisais pas l'éloge du terrorisme, mais des types qui se mettent des ceintures d'explosifs pour aller faire sortir les autres. Croyez-le bien, c'est un constat historique, c'est comme ça. Celui qui est prêt à sacrifier sa vie a évidemment un avantage décisif sur celui qui est en face. Donc je dis à tous les prêcheurs de croisade ou de guerre civile que ce n'est pas la bonne voie, que la voie elle est politique et qu'elle est menée par une stratégie politique. J'en suis profondément convaincu et tout le travail de mise à jour que je fais avec ce livre et avec le suivant doit servir à cela. C'est-à-dire essayer de comprendre quelle est la bonne stratégie. Alors pour revenir à quelque chose que vous me posez sur Marine Le Pen. Donc moi, je ne fais pas de la politique avec des affects. Hein. Je ne choisis pas. D'abord, pour l'instant, on ne sait pas quelle sera l'offre politique en 2022. Non, mais je fais simple. Est-ce qu'elle a une opportunité historique en 2022? Oui, non. En 2022, j'essaie de voir quels sont les éléments d'analyse qui permettent d'apprécier la situation. Je vois deux choses. Premièrement, pour la première fois, le candidat des Républicains va être dans une situation, si on regarde les dernières intentions de vote, première fois dans l'histoire des élections présidentielles, qui ne lui permet pas d'espérer une qualification au second tour. Même abîmé par le guet-apens judiciaire dont il a été victime,
François Fillon, jusqu'au bout, a été dans les 4 qui pouvaient se qualifier, au coude à coude avec Macron, Le Pen et Mélenchon. Pourtant, il était sacrément amoché par la procédure express dont il a été la victime. Cette fois-ci, on voit bien que le candidat des Républicains ou à côté des Républicains ne dépasse pas 14%. Et vous savez quelle est la logique d'une élection présidentielle? On l'a vu avec quantité de candidats. Chevènement en 2002, qui commence sa campagne à 15 et qui termine à 5. C'est le réflexe de vote utile. C'est aussi simple que ça. Pour la première fois, le réflexe de vote utile va jouer contre le candidat des Républicains. Pour la première fois. Il n'y a pas d'exemple. Donc Bertrand, qui aujourd'hui a 14, ou le candidat qui lui succédera, va finir en dessous de 10. C'est la logique d'une dynamique de premier tour. C'est comme ça que ça se passe. Celui qui n'a pas de chance d'être au second tour subit le contre-coup de cette situation. Donc ça, c'est un facteur qui joue en faveur de Marine Le Pen et sa capacité à récupérer une partie des voix. C'est le cas d'ailleurs dans les sondages. On voit qu'elle avait 20% des voix de Fillon au deuxième tour en 2017. Aujourd'hui, elle dispose de 29% d'électeurs du Républicain d'emblée, dès le premier tour. Donc elle a une capacité à récupérer cet électorat-là. Deuxièmement, je constate comme vous que le Front républicain s'est fissuré. Qu'aujourd'hui, le dernier sondage paru d'Harris Interactive donne 53-47. 53-47, c'est 6 points d'écart. En fait, donc ça veut dire quoi? Il faut faire déplacer 3 points. Savez-vous ce que représente 1 point dans l'élection présidentielle? 400 000 voix. Donc le sort de l'élection présidentielle aujourd'hui se joue à 1 200 000 voix. Il va y avoir environ 30 millions d'électeurs. C'est-à-dire que c'est rien. Donc, effectivement, à ma grande surprise, parce que je ne le pensais pas, je pensais qu'elle était incapable de surmonter sa défaite de 2017, mais la situation politique fait qu'aujourd'hui, le match de 2022 va être beaucoup plus serré qu'on ne l'imaginait. Donc ça, c'est un constat de politologie. Je n'exprime aucune préférence. Je ne vous dis pas je voterai pour un tel ou pour un tel. Je regarde des éléments objectifs d'appréciation. Bon. Alors, je veux bien que dans la grande tradition, alors là, de soumission bétifiante, puisque vous parlez du terme de soumission, la droite en appelle aux soldats ou espère l'arrivée d'un nouveau général Boulanger, il n'y en a pas. Voilà. Bon, c'est souhaitable qu'il n'y en ait pas. On peut dépasser le stade du père Fouettard, qui dans l'histoire n'a pas donné de grands résultats, ou en tout cas pas des résultats convaincants. Donc là encore, comment? Il y a Zemmour, votre ami. Zemmour. Mais Éric Zemmour, son nom est prononcé souvent partout. Le monde d'Éric Zemmour a beau être présenté partout, je suis convaincu qu'il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat parce que je crois que la réalité finira par le convaincre. Nous avons eu ces discussions 100 fois, il convenait qu'il y avait un mélange des genres à éviter. Ce n'est pas parce que vous avez de l'impact comme publiciste, il ne faut pas confondre les téléspectateurs avec des électeurs, ce n'est pas la même chose. Lamartine avait aussi des lecteurs. Quand il se présente contre Louis Bonaparte, il fait 0,2% des voix, 24 000 voix. Ce n'est pas le même registre. On ne choisit pas une chaîne de télé, un président comme on choisit un programme de chaîne de télévision. Il le sait très bien au fond de lui, avec Zemmour. Et je pense que passer cette effervescence qui va peut-être durer encore quelques semaines, la réalité viendra le ramener au rôle qui est le sien et qui est grand, celui d'influenceur. On a besoin évidemment d'avoir des journalistes et des publicistes de combat. J'espère l'être dans mon registre, un registre différent de celui de Philippe ou de celui de Zemmour. Mais cette tentation de la politique, moi, ne m'a jamais effleuré. Et je pensais qu'elle n'effleurerait pas à Éric. Il se trouve que, je l'ai eu récemment au téléphone, et donc, il a donné à un moment du crédit à cette hypothèse. Alors, je ne sais pas s'il donne toujours du crédit à cette hypothèse, mais à mon avis, c'est une voie sans issue. Voie sans issue. Merci Patrick Buisson. La fin d'un monde. Ce premier tome, le deuxième, ce sera pour quand je l'aurai écrit, cher Martial Bilz, c'est un exercice fastidieux et long, mais j'espère dans 1 an. Voilà. Dans 1 an. Bon, ça nous donnera l'occasion de se revoir. Peut-être avant quand même, on essaiera. On essaiera. Il y aura une élection présidentielle, voilà, exactement. Voilà. Mais alors quand même, dernière question. Et il n'y aura pas de candidat du parti islamique, contrairement à ce que la fiction de Houellebecq nous laissait craindre. Vous voyez. Donc il s'était trompé sur ça.
Ce premier tome s'ouvre sur une phrase tirée du livre de Job dans la Bible. « Tout ce qui était beau et grand a disparu, à quoi bon vivre encore ?» Cette phrase, elle est en exergue de votre ouvrage, qu'on retrouve sur la boutique officielle de TV Liberté. Et moi, je la place en conclusion, à quoi bon vivre encore? Alors, évidemment, j'ai pris cette phrase, qui est une phrase d'une certaine manière de désespérance. À quoi bon vivre encore? Parce que vivre, c'est se battre, c'est résister, c'est réagir, c'est être réactionnaire. Et vous m'accorderez que réactionnaire, je le suis, et que je mène le combat des idées à ma manière, avec mon style, un peu différent de celui des autres, mais on est ce qu'on est. Mais je le mène au fond des choses, et comme je vous le disais, je veux être un homme de radicalité. Quand on est un homme de radicalité, on n'est effectivement ni un homme de soumission, ni un homme de compromission. Et je crois que c'est la posture la plus difficile parce que le fait de développer ces idées d'avant-garde vous expose aux coups venus de votre propre camp. Alors, on accepte tout à fait la compréhension des adversaires et des ennemis en disant c'est la loi et la règle du jeu, mais des vôtres. Et quand vous essayez de les convertir, de les amener à un raisonnement qui va au-delà de ce qui est purement émotionnel, eh bien, on remplit la fonction qui est la sienne, c'est-à-dire celle de publiciste, c'est-à-dire celui qui... Alors, je suis ni sonneur de tocsin, ni lanceur d'alerte. Ça, c'est pour votre habitude de J'essaie de provoquer à la réflexion, voilà. Et si je peux provoquer à l'intelligence, j'aurais réussi mon pari. Et donc ça fait une sacrée raison de vivre, vous savez. Et de vivre, d'écrire et d'essayer d'expliquer. Parce que je ne désespère pas. Et vous voyez d'ailleurs, nous sommes... Moi, j'ai connu quelqu'un que vous avez dû connaître aussi, qui vous expliquait, qui vous disait, avec beaucoup de conviction, cette fois-ci... l'alignement des planètes nous est favorable, les choses vont bouger. N'estimez-vous pas, Martial Bill, que l'alignement des planètes a beaucoup changé depuis quelques années, 3 ou 4 ans, et que les événements qui se produisent étaient inimaginables dans la France des années 2000. On a à la fois le terrorisme, l'explosion de la délinquance, une pandémie, c'est-à-dire des situations extrêmes. Les situations extrêmes provoquent dans l'histoire des ruptures. Voilà. Et nous sommes, j'en suis convaincu, au seuil d'une rupture. Simplement, il ne s'agit pas de se tromper en faisant la mauvaise analyse. L'objectif, je le dis à nos amis, c'est la conquête du pouvoir. Pour conquérir le pouvoir, il faut se donner les moyens de la conquête du pouvoir. À quoi bon vitupérer? À quoi bon se lamenter? Ce qu'il faut, c'est réfléchir et agir, dans l'ordre, si possible. Merci Patrick Buisson. La fin d'un monde, et puis la notion que la réaction, c'est la vie. Merci beaucoup.